Bonjour et bienvenue au cours 1104. Aujourd'hui, c'est l'avant-dernier cours et on va parler de deux choses aujourd'hui. D'abord, on va terminer les discussions de Dataflow déterministe avec des ports. Et enfin, je vais vous donner une introduction au langage Erlang. C'est un langage qui utilise des port objects, un langage très intéressant qui est bien utilisé dans l'industrie. Et la semaine prochaine, je vais vous expliquer un peu comment faire des vraies applications distribuées et robustes avec Erlang. Donc je vais commencer par regarder les transparents. Donc, la dernière fois, on a commencé le Dataflow déterministe avec des ports et une toute brève rappel. Donc, en fait, c'est la meilleure façon de faire de la programmation concurrente que je connaisse. Et j'en connais pas mal, c'est très bien, hein, parce que écrire des programmes concurrents, c'est difficile, mais on sait déjà que le Dataflow déterministe est facile, hein, concurrence pour les nuls. On a déjà parlé de ça. Alors, ça nous mène à la meilleure façon de faire des programmes concurrents généraux. On commence par le Dataflow déterministe comme le défaut et on ajoute des ports, mais juste assez pour quand on en a besoin et pas trop. À chaque fois quand on a besoin du non-déterminisme, on a assez. Ce n'est pas la même chose que les message passing ou le multi-agent, parce que dans le multi-agent, chaque agent contient un port. Donc on a plein de ports partout et chaque port introduit du non-déterminisme. Donc ça, c'est une autre approche. Ici, on reste avec le Dataflow déterministe et on ajoute un tout petit nombre de ports. Donc la dernière fois, on a parlé de synchronisation barrière et je ne vais pas le reparler, on va rapidement passer ça. Donc on avait introduit ce qu'on appelle la composition concurrente, on a implémenté ça, ça s'appelle aussi la synchronisation barrière, barrier synchronization. Et on peut faire plein de choses avec ça. Donc il y a des tas de langages qui soutiennent ça. Et ça s'appelle typiquement concurrent composition et il y a des syntaxes. Donc ça, on a vu la dernière fois. Et c'est complètement déterministe. Donc la barrier est complètement Dataflow déterministe. Mais maintenant, on va aller plus loin. Et je vais vous montrer comment faire du Dataflow déterministe avec des ports. Donc on avait vu la dernière fois la composition concurrente avec un nombre de threads qui est connu en avance. Mais qu'est-ce qu'on fait si le nombre de threads n'est pas connu en avance? Supposons qu'on peut créer de nouveaux threads pendant l'exécution, et autant qu'on veut, et chaque thread peut en créer de nouveaux, et ainsi de suite. Donc il y a une énorme arborescence de nouveaux threads qui peuvent créer encore de nouveaux threads, et ainsi de suite. Et on ne sait pas en avance combien de threads, il peut y avoir plein. Et on voudrait synchroniser sur la terminaison de tous ces threads créés. Et ça n'a pas l'air facile. Hein? Et cette abstraction, on ne peut pas l'écrire en Dataflow déterministe parce que c'est non déterministe. L'ordre de la création des threads n'est pas connu et du coup, l'ordre de certains calculs n'est pas connu en avance et du coup, ce n'est pas déterministe. La création de threads peut se faire de façon non déterministe. Alors, pour définir ça, on va avoir besoin de un port. Un seul. Et tout le reste sera déterministe, Dataflow. Donc, dans cette application, on a besoin d'un seul port. Donc, c'est presque complètement Dataflow déterministe et juste avec un port en plus. Je vais d'abord commencer par spécifier l'abstraction et après on va voir comment on va l'implémenter. Donc on va utiliser le high order. J'introduis une procédure qui s'appelle newThread. Et le newThread, on lui donne une instruction. S, c'est une procédure à 0 argument. Mais newThread va sortir une autre procédure. Donc subthread est une sortie
de new thread. Et subthread peut faire la création de nouveaux threads à l'intérieur de S. Donc à l'intérieur de S, ici, on peut appeler subthread. Et aussi à l'intérieur du S qui est lui-même argument de subthread. Donc subthread aussi prend comme argument une instruction et ça se comporte à peu près comme thread S end. Hein? Les deux, new thread se comportent comme ça crée un thread avec S, et subthread, ça crée un nouveau thread aussi. Mais à l'intérieur de S, on peut appeler subthread, et ainsi de suite. Donc, vous voyez, récursivement, on peut créer un énorme nombre de threads, et le nombre qu'on crée dépend de l'exécution. Ça dépend de l'ordre des exécutions, des résultats intermédiaires, parce qu'un thread, on peut le créer à l'intérieur d'un if, par exemple. Donc, l'arborescence des threads peut être arbitrairement profond. Et donc, l'idée, c'est que comment est-ce qu'on va créer cette abstraction-là? Donc, je vais vous passer d'abord un instant dans le chat. Donc, c'est clair ce que nous allons faire. Hein? C'est un peu comme concurrent composition, mais le nombre de threads n'est pas connu en avance. Donc, on va regarder comment on va faire ça. Donc, voici l'abstraction. Comment est-ce qu'on va implémenter ça? D'abord, on a besoin d'un algorithme. Mais je vais vous montrer un algorithme. On va garder un nombre qui compte le nombre de threads actifs. Et on va le mettre à jour. Donc, on va, au fur et à mesure de l'exécution, garder le nombre de threads actifs. Et on va utiliser un port pour ça. Donc, à chaque fois qu'on crée un nouveau thread, ici, je crée un nouveau thread, par exemple, je vais envoyer +1 sur le port, et quand le thread se termine ici, je vais envoyer -1. Donc, le +1 apparaît sur le flow, le stream, et donc, si on compte le nombre, hein, plus, moins, etc., en total, ça va donner le nombre de threads actifs. Donc, si j'ai un +1, le nombre devient 1. Si ici, je crée un autre thread, il y aura un autre +1, et je vais avoir 2, et ainsi de suite. Ici, j'ai un -1, donc il ne reste qu'un thread actif. Ici, il y a de nouveau un nouveau thread créé, donc de nouveau un +1, ça fait 2. Et ici, le thread en haut se termine, ça fait donc de nouveau 1, donc il y a un seul thread. Ici, je crée un autre thread, ça fait de nouveau 2. Ce thread termine, ça fait 1. Et ce thread termine, ça fait 0. Et quand le total qu'on garde, on le garde à jour, quand le total redevient 0, ça veut dire qu'il n'y a aucun thread qui existe et le new thread peut synchroniser, terminer. Attention, c'est un peu subtil parce que ça dépend du moment exact où on envoie le +1, le -1 et la création des threads. En fait, on doit envoyer le +1 juste avant la création de nouveaux threads et le -1, on doit l'envoyer à l'intérieur d'un thread juste avant sa terminaison. Et il faut faire une preuve de ça. Hein? C'est intuitif, on envoie plus et -1, mais il faut que quand ça arrive à 0, qu'on est sûr qu'il n'y a plus aucun thread. Donc il faut que l'ordre des +-1 des créations, terminaison de thread soit exactement bien raisonné. Donc voici un programme qui peut faire ça. Donc j'ai new thread ici, ça prend une procédure de 0 argument P, ça va créer la procédure subthread, donc ça c'est une sortie. Subthread aussi prend une procédure
P de 0 argument. Il y a un port à l'intérieur que je vais appeler PT pour ne pas avoir de confusion avec le P. Et à l'intérieur de subthread, je vais faire un envoi de plus 1. Je vais créer le sous-thread. À l'intérieur de ça, je vais donc exécuter P. Et à la fin, je vais envoyer moins 1. Attention, le moins 1 en OS s'écrit avec un tilde. Ça, c'est à cause des parseurs en OS et des termes qui sont espacés. Parce que 5 moins 1 et 5 et moins 1 sont deux choses différentes. Donc, on a besoin d'un autre symbole pour le moins. Donc, on a un tilde pour le moins 1. Et le new thread va commencer par créer le thread principal. Il appelle donc subthread pour le P. Ici, c'est le P original, avec la portée. Et on a une procédure ici, récursive, que je vais définir, qui va parcourir S et faire la somme de tous les moins 1 des plus 1 et qui va sortir quand il tombe sur un élément et la somme est de nouveau 0. Mais comme on a commencé par faire un subthread, la somme commence par être 1. Donc 0 exit va s'arrêter quand la somme est 0. Voici un programme, mais est-ce que ce programme est correct? Comment est-ce qu'on peut le savoir? En fait, parce qu'on peut avoir un entrelacement arbitraire de toutes les opérations de tous les threads. On peut avoir un nombre de threads arbitraire et tous ces threads vont s'entrelacer. Il y a d'énormes manières, le nombre de possibles entrelacements est énorme. Comment est-ce qu'on peut être sûr que c'est correct? D'ailleurs, pour vous tester un peu, je vais vous donner un autre programme. Voici un autre programme, une variation de newthread. Maintenant, le send plus 1, je vais le faire à l'intérieur du nouveau thread. Inside the new thread, je vais exécuter P et après, j'envoie moins 1. Ça a l'air bien. Mais, ce programme est-il correct? Par rapport au premier programme où on fait le send à l'extérieur. Ici, on fait le send à l'intérieur. Est-ce que ça change quelque chose? Eh bien, en effet, ça change. Ce programme ici est erroné. C'est buggé. Ça ne marche pas. En fait, avec ce deuxième programme, le 0 exit peut donner un 0, même si le nombre de threads n'est pas encore 0, le nombre de threads actifs. On peut trouver un scénario. Exercice pour vous. Je veux que vous commenciez à réfléchir dans les programmes concurrents. Trouvez une exécution qui est erronée. Trouvez un programme qui crée plusieurs threads, mais où le 0 exit donc s'arrête, donc le nombre, la somme de plus et de moins 1 sur le flow est 0, et pourtant il existe encore un thread actif. Ça, je vais vous demander à faire ça comme un exercice. Vous pouvez me faire ça comme exercice. Et donc, c'est pas assez de réfléchir intuitivement que le programme est correct. Il faut une preuve. Il faut un raisonnement. Okay? Vous comprenez ça? Je passe au chat. Vous voyez, il y a quelques questions. Donc, première question, le contexte est différent. Mais ce sont deux programmes, deux implémentations de newthread, et soi-disant, qui satisfont la même spécification, mais le deuxième est buggé et pas le premier. Donc, dans le deuxième, le port peut arriver donc à 0. Donc, le stream va contenir des plus 1 et des moins 1. À chaque fois on fait un send, il y a un plus ou un moins 1 qui arrive. Et à un instant donné, il y a un nombre limité de plus et de moins 1 et on peut faire leur somme. Et on s'arrête quand on arrive au bout du flow.
Et à ce moment-là, ce nombre peut être 0 ou plus grand que 0. Et s'il est 0, on arrête new thread. Mais normalement, ça ne doit être 0 que quand le nombre total de threads actifs est 0. Mais ce n'est pas le cas pour le deuxième programme. Hein? Dans le deuxième programme, je vous demande de faire un scénario. Il y a un commentaire, le thread est lancé, mais pas encore exécuté. Ça, c'est vrai. Quand on crée un thread, on ne l'exécute pas toujours tout de suite. On le donne au scheduler, et le scheduler, un peu plus tard, peut à un certain moment l'exécuter. Donc la création de thread, ça ne veut pas dire qu'il est exécuté tout de suite. Donc on crée le thread, et après on fait un send plus 1, donc plus tard on fera un send plus 1. Mais le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est que on peut avoir une valeur 0, même s'il y a un thread actif. Il y a quelqu'un qui dit 2 threads qui peuvent faire le send en même temps. Donc 2 threads. L'un fait plus 1, l'autre moins 1. Et la valeur va... Je n'ai pas très bien compris. Mais en fait, la valeur peut être 0. Donc ce genre d'idée, ça va dans le bon sens. Mais il faut vraiment faire de façon précise. Il faut dessiner une exécution avec les send et les créations et les terminaisons de thread. Et il faut voir exactement où ça devient 0. Et il y a encore un thread qui existe. Donc, je vous donne un petit tuyau pour ça. On peut, quand on crée un thread et on fait le send après, à un certain moment, on crée ce thread, mais si tous les autres threads du système se terminent, la somme sera 0. Et comme on a créé le thread, mais on n'a pas encore fait le plus 1, il y a une période de temps où le système est vulnérable. S'il n'y a plus d'autres threads qui existent, alors la somme sera 0, parce que le plus 1 se fait après. Vous voyez? Je ne dirai pas plus. Après, c'est à vous de faire un scénario précis. Ok, je vais retourner au transparent. Donc, ce programme que je vous montre là, il est buggé. Et donc, à vous de trouver un scénario où il est buggé. Par contre, le premier, il n'est pas buggé, il est correct. Alors, il faut une preuve. Et on va faire une preuve. Comment on va faire une preuve? On va raisonner sur un invariant. Donc, une assertion qui reste vraie toujours. Et on va prouver ça. Et je vais vous dire un truc sur les assertions et les invariants. Je suis sûr que beaucoup d'entre vous ne voient pas vraiment l'intérêt des assertions parce vous n'avez pas encore vu des programmes où on a vraiment besoin. Vous n'avez vu que des petits exemples. Mais je vous défie de prouver ce programme-ci, NewThread, sans invariant. On a vraiment besoin de l'invariant. Et je vous donne un invariant. La somme des éléments sur S est plus grand ou égal le nombre de threads actifs. OK? Ça, c'est un invariant qui doit toujours être vrai. Donc, cet invariant, en principe, on doit prouver qu'il est toujours vrai. Et quand la somme est 0, si la somme arrive à être 0, à cause de l'invariant, on sait que le nombre de threads actifs doit être plus petit ou égal de S, et donc 0. Donc, mais il reste à prouver que l'invariant est toujours vrai. Pour prouver ça, on va utiliser une induction sur les pas d'exécution. Le cas de base, c'est le début de l'exécution. Donc, on appelle NewThread. Et à ce moment-là, les deux nombres sont 0. On n'a pas encore créé de thread. Et le nombre de threads actifs et le stream connaît encore rien. Et le cas inductif, il faut voir comment le flow change
et comment le nombre de threads actifs change. En fait, il n'y a que 4 actions qui peuvent changer la véracité de l'invariant. Toutes les instructions dans le système qui font n'importe quoi à n'importe quel moment n'ont pas d'importance. Les seules instructions qui sont importantes sont des instructions qui peuvent avoir un effet sur la véracité de l'invariant. Et il y a 4 possibilités et on doit regarder chaque cas des 4 et faire un raisonnement. Et donc, avec ça, on peut prouver que l'invariant est toujours vrai. Petit détail, cet invariant, c'est une propriété de sûreté, de safety. Ça veut dire que quand il est vrai, alors rien de mauvais va se passer. Il y a aussi une propriété de vivacité, de liveness, que le programme va faire du progrès. Et ça demande une autre preuve. Mais ça, c'est facile parce que les threads avancent et les sends ne vont jamais bloquer. Donc, les exécutions vont toujours avancer et les threads vont être créés. Donc, nous allons nous concentrer sur la propriété de sûreté, que le programme ne fait pas d'erreur. Il y a donc 4 actions. Il y a donc 4 possibles actions qui peuvent changer la véracité de l'invariante. Il y a l'envoi de +1, clair, la création d'un thread, l'envoi de -1 et la termination de thread. Il faut voir l'entrelacement de toutes ces opérations. Et on va regarder chaque opération et on va faire un raisonnement. Quand on envoie un +1, c'est clair, le nombre de somme des nombres d'éléments, plus grand ou égal le nombre de threads actifs. Quand on envoie +1, ce nombre peut qu'augmenter. Donc c'est clair que l'invariant reste vrai. Par contre, le deuxième, il est plus subtil. Quand on commence un thread, on va augmenter la deuxième partie de l'invariant. Mais, comme le send se fait toujours avant la création de thread, je vous montre ici, ce send, il y a ce send et la création. Ça se fait dans un autre thread, le thread principal, le thread parent, et le send se fait toujours avant. Et du coup, quand on fait la création d'un thread, c'est sûr qu'on va augmenter le nombre de threads actifs, mais les flows, il y a déjà eu un send +1. Et donc ce send +1 permet à l'autre d'augmenter de +1 sans changer la véracité. Donc ça c'est bon. Et là vous voyez que c'est très important que le send de +1 se fait avant la création de thread. On passe à la troisième action, c'est l'envoi de -1. Là aussi il y a un problème parce que le nombre de somme des éléments sur le flow va maintenant diminuer de 1. Et il faut faire attention que ça ne rend pas faux l'invariant. En fait, quand est-ce que le -1 est envoyé? On regarde le programme ici. On voit qu'il y a un envoi de -1 ici et il y a la terminance du thread qui se fait juste après. Donc, ça c'est intéressant parce qu'on envoie -1, mais à cet instant-là, le nombre de threads actifs ne diminue pas parce que le thread dans lequel on a envoyé le -1 continue à exister. Mais le programme nous garantit que ce thread ne fera plus aucun travail après le send. Donc la partie après le send n'a pas d'importance. Donc techniquement parlant, on peut dire que le send de -1 se fait après que tout le travail du thread soit fait. Donc sans aucune perte de généralité, on peut dire que la thread se termine à ce point-là, parce que ce qui se passe après ne change rien. Donc ça c'est bon. Vous voyez que c'est un peu subtil. Enfin, la quatrième action, c'est facile. On termine le thread, donc le nombre de threads actifs diminue de 1. Et comme le S n'a pas changé, ça reste vrai. Vous pouvez maintenant voir pourquoi le send de +1 doit être fait en dehors de nouveaux threads. En fait, le send de +1 et la création de nouveaux threads doivent être tous les deux faits dans un ordre donné et donc dans un autre thread, dans le thread parent.
Donc ça, c'est très important. Vous voyez ça? Donc je passe un instant sur le chat. Vous voyez s'il y a des questions. Question. Si on avait le send -1 en dehors du thread, mais juste après le thread, est-ce que le code est correct? Non, il n'est pas correct. Donc, on a donc un thread avec une procédure et le send -1 juste après. Mais ce thread, il est créé et juste après sa création, on envoie un -1. On n'est pas sûr que le -1 est envoyé après l'exécution de la procédure P dans ce nouveau thread. Tout ce qu'on sait, que c'est le -1 serait exécuté après la création du nouveau thread, pas après sa terminaison. Vous voyez? Très bonne question. Mais donc, le -1 doit être fait à l'intérieur du nouveau thread. Ne peut pas être fait à l'extérieur. OK? Vous voyez ça? Donc, vous voyez, c'est subtil, les programmes concurrents. Donc, ce genre de raisonnement est très important pour un programme concurrent. OK, je retourne sur le slide. Il y a encore un dernier point, c'est la procédure zero-exit, ici. C'est une procédure qui prend le flow et qui doit arrêter quand la somme est 0. Zero-exit ici est définir pour toujours lire au moins un élément. Ça, c'est important parce que au tout début, le flow, il ne contient aucun élément, donc la somme est 0. Donc, il doit lire au moins un élément pour que l'exécution démarre. Ça, c'est une conséquence de la nécessité et de propriété de vivacité. Donc, ça ne change pas la sûreté, ça ne change pas la preuve sur l'invariant que nous venons de faire, qui est une preuve sur la sûreté, sur le safety, hein, c'est-à-dire qu'aucune erreur ne se produit, mais pour que le programme avance, il faut lire au moins toujours un élément. Et donc, le zero-exit, il va faire ça, il va faire un case s of x, s2, et après, il fait n plus x, et n est un accumulateur. Si c'est 0, il s'arrête, skip. Et si ce n'est pas 0, il fait un appel récursif. Donc, vous voyez que zero-exit va continuer à lire des éléments qui apparaissent. Et quand un élément apparaît sur S qui donne un 0, alors il s'arrête. Donc, il ne fait plus d'appel récursif et il sort tout de suite. Et du coup, le zero-exit est donc la procédure qui fait donc l'accumulation des plus et des moins 1 et qui sort quand la somme devient 0. Donc, avec ça, notre programme est au complet. On peut l'exécuter. Donc, j'ai le code que je peux vous donner, vous montrer là. Donc, je passe sur ici. Donc, on va regarder le screenshot. Ici, j'ai donc l'exécution. Donc, j'ai ici la procédure newthread. Je vais vous le copier-coller. Hein, il n'y a pas besoin de toujours tout taper. Attends. Voilà, ça c'est newthread. Donc, il y a zero-exit là. Il y a le nouveau port. Il y a le subthread. Donc, je déclare ça. Et je peux vous donner un exemple de son exécution. Je vais donner un exemple simple. Vous voyez que ça ressemble un peu à barrier, mais on peut en fait
avoir quelque chose de plus subtil. On peut, à l'intérieur de subthread, exécuter, créer de nouveaux threads. Donc ici, par exemple, on a un new thread. On va créer un thread qui va faire un délai de 100 et afficher A. À l'intérieur aussi de new thread, on va créer un autre thread qui fait un délai de 200 qui affiche B. Après, on va créer encore un autre thread qui fait un délai supplémentaire de 50 qui va afficher C. Après, on va faire un browse de D. Alors, quelle est la condition sur l'affichage de D? À quel moment B sera affiché? Je vais vous faire un browse, un petit X au début, ici. Donc, je vais d'abord afficher un petit X. Quel est le deuxième caractère que je vais afficher? Attention, ce n'est pas du tout comme barrier synchronization. Subthread se comporte comme la création de thread et pas comme l'exécution de thread. Donc, qu'est-ce que le scheduler va faire là? Il va créer un thread. Là, le scheduler va créer un thread. Les deux threads seront créés. Et après, il va faire browse D. OK? Donc, le browse D, en principe, il va être affiché tout de suite après le X. Et le E, quand est-ce qu'il va être affiché? Bon, il sera affiché à la fin de new thread. On a 3 subthreads. Donc, le E sera affiché après la fin de ces 3 threads-là. Donc, si j'exécute ça, on a X, D, A, B, C, E. Ça va? Ça colle avec votre intuition. Après le X, il y a D qui est affiché ici. Vous voyez, il n'y a pas de synchronisation ici. Hein? On crée 2 threads ici. Et d'ailleurs, ce thread-là, on pourrait le créer aussi, mais bon, on le crée qu'après 200 millisecondes. Et donc, le D, il sera affiché juste après le X. Et bien sûr, le E, il est affiché à la fin, après que A, B, C soit créé. Vous voyez? Ça va? Je retourne sur le chat. Ici, il y a une question. Il y a une question. Quand on démarre une série de threads, si durant le lancement, tous les threads déjà démarrés se terminent. Donc, on démarre une série de threads. Et tous ces threads se terminent très vite. C'est ça? Le compteur risque d'être 0 avant la fin du lancement. Hein? Mais pas du tout. Parce qu'on a un thread dans lequel tous les autres sont démarrés. Donc, ce thread peut créer un premier thread qui se démarre, qui s'arrête très vite. Créer un deuxième, qui s'arrête très vite. Mais ce thread principal reste toujours en vie et toujours actif. Et elle a déjà envoyé un +1. Donc, même si toutes les séries de threads démarrés se terminent, le thread qui les a créés est toujours là. Et aussi longtemps qu'il est actif, le new thread ne va pas se quitter. Je ne sais pas si ça répond à la question. Hein? Vous voyez que... Mais ce sont de très bonnes questions parce que vous regardez bien, vous voyez bien comment tous ces threads se situent les uns par rapport aux autres. Donc, un thread est toujours créé dans un autre thread et l'histoire du thread parent est très importante aussi. OK, pour ça, est-ce qu'il y a s'il y a un délai dans le thread principal, un délai, quand il y a un délai dans un thread, le thread est toujours considéré comme actif quand il y a un délai. Donc, aussi longtemps qu'il y a un délai, le -1 ne sera pas envoyé. Et du coup, aussi longtemps que le thread n'est pas terminé, ce thread a son +1 qui garde le new thread. Et donc, il n'y aura pas de moins 1. Donc, les délais vont simplement
rallonger les threads actifs. Vous voyez? Un délai ne fait pas de calcul. Hein? Un délai, c'est une information au scheduler pour ne pas choisir ce thread pendant un certain temps. Mais le thread reste actif dans le sens où il travaille toujours. Il n'est pas bloqué ou terminé. Hein? Il est toujours en train de travailler, le thread. Donc ça, c'est pour comprendre le délai. Donc je continue. J'ai encore un exemple. On va regarder. Sur le slide. Attendez, je trouve le bon slide. Voilà. J'ai encore un exemple intéressant sur le data flow déterministe avec port. C'est une technique générale pour éliminer des dépenses séquentielles. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Supposons qu'on a un programme séquentiel qui fait une série d'instructions, tac, 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 l'une après l'autre, et ils les mettent dans un ordre, c'est clair. Donc, toutes les instructions ont des dépendances entre elles, par définition. Hein? L'instruction n dépend de l'instruction n-1, à cause de l'ordre séquentiel. Donc, il y a des dépendances entre toutes les instructions quand on l'exécute de façon séquentielle. Hein? L'ordre est défini, est forcé par le fait que c'est séquentiel. Mais, quelquefois, ce sont des dépendances inutiles. Hein? Supposons qu'on exécute une procédure et une autre procédure après. Et les deux procédures n'ont pas de data, de données en commun. Donc, en fait, on pourrait les exécuter de façon concurrente, même en multicœur, même sur deux cœurs. Donc, le fait qu'il y a une dépendance séquentielle, c'est trop fort. Ce n'est pas une dépendance nécessaire. Hein? Et s'il y a un problème, si un problème dans la première procédure, ça empêche le système d'exécuter la deuxième. Et donc, un blocage dans la première pourrait empêcher l'exécution de la deuxième. Et ça peut être quelque chose de non souhaité. Peut-être qu'on ne veut pas ça. Alors, comment est-ce qu'on va éliminer ce problème? Eh bien, la solution, c'est d'ajouter des threads, bien sûr. Hein? Une thread, c'est une unité d'attente pour enlever les dépendances inutiles, mais sans changer le résultat. Et c'est là où il y a le data flow déterministe est important. Hein, parce que si on a des threads à l'intérieur d'un programme data flow déterministe, si on a des dépendances à l'intérieur d'un programme data flow déterministe, on peut ajouter des threads et on élimine les dépendances. Hein? Mais dans un programme qui n'est pas 100%, dans un programme, il y a des moments où on a besoin d'ajouter des ports. Donc on ajoute des threads, mais quelquefois, il ne suffit pas d'ajouter des threads, il faut aussi ajouter des ports. Et je vais vous donner un exemple de ça, où on a un programme qui fait des calculs sur des éléments d'une liste dans un ordre, mais qui peut bloquer pendant le calcul si les éléments n'existent pas. Et on veut quand même que le programme fasse le calcul sur tout. Alors, comment est-ce qu'on fait ça? Eh bien, on peut ajouter des threads, mais à ce moment-là, les éléments peuvent arriver dans un autre ordre et ça ajoute de non-déterminisme. Donc, il y a une sorte de trade-off, un compromis entre dépendance et non-déterminisme. On peut réduire de dépendance, mais ça peut créer un non-déterminisme et à ce moment-là, on a besoin d'un port pour que le programme marche. Bon, ça c'est très théorique. Je vais vous donner un exemple de ça. Je vais vous donner l'exemple d'une fonction sur une liste qui s'appelle filter, filtrer. Ça prend une liste, L, et une fonction booléenne d'un argument, et ça va sortir tous les éléments où la fonction renvoie true. Et quand la fonction renvoie false, l'élément n'est pas
sortie. Okay? Ça, c'est très simple, une fonction de filtrer. C'est un programme efficace et ce sont des choses qu'on utilise, une fonction qu'on utilise souvent. Par contre, cette fonction introduit des dépendances séquentielles. Supposons qu'on a l'appel suivant. On a un filtre qui s'exécute sur une liste A, 5, 1, B, 4, 0, 6. Et A et B sont encore des variables sans valeur. Peut-être que c'est calculé dans d'autres threads, quelque part. Ce programme, cet appel, va bloquer tout de suite sur A. En fait, on sait que 5 va être sorti. Ici, la condition, c'est que x doit être plus grand que 2. On sait donc que 5 va être sorti, 4 va être sorti, 6 va être sorti. Ils sont déjà connus. Et que le 1, les 0 vont être éliminés. Mais on ne va rien faire de tout ça parce qu'on bloque sur A. L'attente sur A arrête tout. Et ça, c'est une attente qu'on voudrait éliminer. Donc, je vais vous donner un petit programme. Donc, ça, vous voyez ça, c'est clair. Hein? Donc, c'est clair le problème. Hein? Le filtre traite les éléments dans l'ordre de la liste, mais peut-être que les éléments arrivent à des moments différents et on ne veut pas bloquer sur un élément si les éléments suivants sont déjà là. Hein, peut-être que ça vient par les réseaux ou autre. Ok, c'est clair. Je passe un petit moment sur le chat. Ça, c'est clair. Donc, on a le filtre et on voudrait pas qu'il y ait une dépendance entre le filtrage de tous les éléments. Donc, je vais vous montrer ça en petit exemple. Donc, je vais prendre un filtre. Donc, déclare filtre LF. Donc, si case L of H bar T, then, donc, if F de H, then, alors c'est true, alors on sort le H, et on continue, filtre TF, sinon, on continue, mais sans sortir le H. Après, il y a le nil. Comme ça. Ça, c'est un filtre classique. C'est récursif terminal, c'est efficace. C'est une fonction de liste qui est très bien, qui est très utilisée. Eh bien, supposons qu'on a maintenant un appel suivant. Je vais faire un browse. Ça va être un peu subtil, vous allez voir. J'ai A, 4, 5, B, 1, 0, 6, 7. Et ici, j'ai une fonction booléenne. X doit être plus grand que 2. Bon. Et je fais comme ça. Qu'est-ce qui va être affiché là? Qu'est-ce qui va être affiché quand j'exécute ça? Eh bien, rien va être affiché. Voilà, ici, il n'y a rien. Et là, et maintenant, je vais être un peu subtil. Si je fais A égale quelque chose, parce qu'ici, ça bloque sur A. Si je fais A égale 3, si je fais ce lien, qu'est-ce qui va être affiché? Eh bien, de nouveau, rien. Oh, c'est nul, parce qu'il y a un B qui bloque les choses. Hein? Si je fais B égale 9, enfin, on va afficher un résultat. Et donc, il n'y a rien qui est affiché. Eh bien, on peut déjà faire un peu mieux. Donc, je reprends l'exemple. Je vais mettre le filtre déjà dans un thread, comme ça. Hein? Et j'ai un résultat. Allez, c'est ça, L. L égale ça. Browse. L. Voilà. Déjà maintenant, j'ai un agent déclaratif. Vous voyez, j'ai déjà ajouté un thread. OK? J'ai ajouté un thread. End. Et donc, c'est un agent. Et à cause de la concurrence pour le nul, le résultat ne change pas, mais il y aura peut-être moins d'attente. Donc, j'exécute ça.
Bon, rien n'est affiché. Un petit peu plus quand même, un underscore, parce que le L n'a pas encore de valeur. Si je fais A égale 3, qu'est-ce qui sera affiché? 3, 4, 5. Et on bloque sur le B. Et on voit que le 6 et le 7 pourraient être affichés, mais ne le sont pas. Parce qu'il y a le B qui bloque tous les calculs qui suivent. Donc vous voyez que déjà, mettre un petit thread end là, autour, ça transforme le filtre en un agent filtre, tout en gardant le même résultat. C'est du pur data flow déterministe, ça marche très bien, mais ça n'enlève pas toutes les dépendances. Hein? Ça enlève juste tout ce qui, avant, toutes les choses avant une variable non liée peuvent être exécutées, mais pas les choses après. Donc nous, on voudrait aller donc plus loin. On voudrait que le 6 et le 7 aussi soient affichés, même quand le B n'est pas encore lié. Ok, vous voyez ça? Donc ça, c'est ce que nous voulons faire. Ça va? C'est clair? C'est clair? Ok. Bon, je vais aller sur les transparents. Voilà. Donc, comment on va faire? On va donc écrire une nouvelle version de filtre qui évite toutes les dépendances, et cette nouvelle version va créer la sortie de façon totalement incrémentale. À chaque fois qu'un élément arrive dans la liste d'entrée, on va appeler la fonction f et continuer. Pour construire ça, on a besoin de deux briques de base, deux building blocks. La composition concurrente, on va utiliser la fonction barrière, et un canal asynchrone, donc un port. On va utiliser une barrière et un port, mais un port comme on n'a pas encore vu, un port qu'on peut fermer avec une opération close, fermée, ça veut dire qu'il termine le flow par un nil. Les ports qu'on a vus jusqu'à maintenant, on ne les ferme pas. On send, ce sont des canaux de communication qui ne se ferment pas. Mais là, on veut, quand tous les éléments sont là, la liste de sortie doit être terminée avec nil. Donc c'est un port avec une opération de fermeture. Et on va appeler la fonction concurrent filter. Et si je l'appelle sur A51 B406, avec la comparaison x plus grand que 2, on va tout de suite envoyer 5, 4, 6, et on va tout de suite éliminer le 1 et le 0. Il n'y a que le A et le B qui resteront à calculer. Par contre, cette fonction-là va retourner les éléments 5, 4, 6 dans n'importe quel ordre. Par exemple, le 6, 5, 4, parce que ça va être des send sur un port. Vous pouvez me dire, mais les 5, 4, 6, on les voit dans l'ordre, dans cette liste 5, 4, 6. Pourquoi on ne les a pas dans cet ordre-là? En général, le 5, 4, 6, peut-être qu'ils ne sont pas encore là. Peut-être qu'ils sont calculés ailleurs, qu'ils arrivent. Donc, oui, on pourrait éventuellement retourner 5, 4, 6 dans cet ordre-là, mais ça ne résoudrait pas le problème du non-déterminisme, parce que tous les calculs qui arrivent vont arriver et vont sortir dans un ordre quelconque. En fait, le trade-off, on fait un trade-off. On réduit les dépendances et on augmente le non-déterminisme. C'est un trade-off inhérent. On ne peut pas éviter ça. Donc, si on veut dans conc-filter accepter que tous les calculs se font le plus vite possible, alors on est obligé à accepter le non-déterminisme. Déjà, la phrase le dit, quand je dis le plus vite possible, il y a une dépendance sur le temps d'exécution. Donc, dès qu'une valeur arrive, je dois la sortir, faire le calcul et sortir. Et cette dépendance du temps, comme avec le client-serveur, ça introduit du non-déterminisme.
Donc, chaque fois qu'on utilise des phrases du genre quelque chose doit se faire tout de suite ou le plus tôt possible ou quelque chose comme ça, on va introduire du non-déterminisme quand on fait ça. Ok, donc on va faire comme ça. Donc je vais calculer ça. Pour ça, on a besoin de des ports avec une opération de fermeture, avec une opération close. Je vais vous le définir. Je ne vais pas beaucoup en parler. On va définir une procédure new port close qui crée un port avec une opération send, comme avant, et une opération close, fermeture, et qui a le flow S. Et on va le définir avec une cellule. Donc les ports et les cellules, en fait, sont très très proches. On peut l'implémenter l'un après avec l'autre. On a déjà vu comment faire une cellule avec un port. Ici, on fait un port avec une cellule. Donc on a une cellule ici qui contient le flow et l'opération send va faire un exchange. Donc PC c'est la cellule, MS va être lié avec l'ancienne valeur de l'ancien flow, l'ancienne fin du flow, donc avec S' et la nouvelle fin sera donc S. Et donc le flow sera étendu. Vous voyez qu'on a besoin d'une opération exchange, et même si on fait le send de façon concurrente, il n'y a aucun problème, parce qu'un send ne fait qu'une seule opération, et donc les entrelacements n'ont pas de problème. Et l'opération close va simplement lier le flow, ça c'est le flow, le contenu de PC, à nil. On ferme, et bien sûr, après qu'on ait fait un close, on n'a plus le droit de faire un send. Ce serait une erreur. Donc avec ça, on peut créer des ports avec une opération close. Et voici, on peut donc maintenant créer conc-filter. Comment est-ce que conc-filter marche? Bien, regardons le filtre original. L'original va calculer tous les f de x. F, c'est la fonction booléenne. Tous les f de x dans le même thread. Mais le conc-filtre va calculer chaque f de x dans un autre thread. Si ça renvoie true, on va faire un send de x sur le port. Et si ça renvoie false, on ne va pas faire un send de x. Et le flow du port, c'est la sortie de la fonction. Et quand tous les threads se terminent, on va fermer le port et le flow devient une vraie liste avec nil au bout. Et on va donc utiliser barrière pour détecter quand tous les calculs f de x seront terminés pour tous les éléments de la liste. Donc, c'est un bel exemple de programme higher order. Regardez comment on fait. Pour tous les x dans la liste, on doit exécuter if f de x, then send x. Le send qui vient du port avec close. Donc, on va créer une procédure. Et ça, ce sera l'instruction. Et ces procédures-là, on va les donner comme argument à barrier, à la barrier synchronization. Donc, voici la fonction complète. On crée d'abord un new port close. Donc, conc-filter, ici, ça prend une liste L, ça prend une fonction booléenne et ça renvoie une sortie. On va le définir comme procédure parce que justement, on a besoin d'avoir accès à la sortie. Donc, on utilise le fait qu'une fonction, c'est une procédure avec un argument de plus. Donc, comme ça, on peut directement voir le résultat, c'est L2. Donc, on crée un new port et le flow, c'est L2. Après, on fait barrier et regardez comment on fait. On va utiliser un map pour chaque élément dans X. Donc, chaque X, ça c'est chaque élément de la liste originale, on va renvoyer ce qui est dans le rectangle rouge, c'est-à-dire une procédure qui fait l'opération que nous voulons faire. Donc, le résultat ici, c'est une procédure, 0 argument, et cette procédure, quand on l'exécute, fait if f de x, then send x. Et donc, le résultat de map, c'est donc une liste de procédures
qui sera donc argument à barrière. Et quand barrière va donc les exécuter dans tous les threads différents, et quand toutes les procédures ici seront terminées, la barrière se termine et on exécute close. Vous voyez, c'est un bel exemple de création d'un programme concurrent en combinant du higher order avec les briques de base que nous avons connues. Ici, donc la barrière et le port. Je vais passer un petit moment au chat. Ça va? Vous avez vu ça? Je vais voir s'il y a des questions. Ah, très bonne question. Donc, on va donc faire conc-filter. On a donc une liste d'entrées. Et la question, est-ce qu'on ne pourrait pas associer chaque nombre avec leur position initiale et conserver l'ordre? Vous voyez, on a donc le premier argument, deuxième, troisième jusqu'à n. Et quand le nombre 3 existe, eh bien, arrive, à ce moment-là, on sait qu'on doit le mettre dans la troisième position dans la liste initiale, dans la liste de sortie, pardon. Donc, voici, ça c'est très bien. Eh bien, mais je vous explique, il y a deux choses qui pourraient se faire. Supposons qu'à la sortie de conc-filter, on veut les éléments, utiliser les résultats quand ils arrivent. Donc, si l'élément numéro 3 est ralenti, la case 3 restera non liée. Et si l'élément 4 arrive avant l'élément 3, la case 4 sera liée, aura un résultat. Comment on fait? On a donc le choix où on attend sur l'élément 3 et on garde la dépendance et le résultat se déterministe, ou on prend l'élément 4 qui arrive tout de suite, quand il arrive, sans attendre sur le 3. Donc on élimine la dépendance, mais on introduit du non-déterminisme. Vous voyez, en fait, c'est assez fin comme compromis. À chaque fois qu'on élimine une dépendance, on introduit un petit bout de non-déterminisme. Okay? Mais c'est une excellente question. Avec des questions comme ça, associer des éléments avec des nombres et essayant de faire le programme, on comprend beaucoup mieux ce qui se passe là, le choix qu'on fait entre dépendance et non-déterminisme. Deuxième question, sur les ports avec close. Close reviendrait à faire un send d'une valeur particulière? Non, pas du tout. Un send va étendre le port, va donc lier la fin du flow avec une paire de listes, x bar nouvelle fin. Par contre, close va lier la fin du flow à nil. Donc le send va toujours lier la fin d'un flow à x bar nouvelle fin et close va le lier à nil. Donc c'est fondamentalement différent. On peut faire plusieurs sends de suite autant qu'on veut, mais quand on fait un close, c'est fini. On ne peut plus faire de send après parce que le flow, il n'y a plus de fin de flow qui est une variable. Ok, ça répond à la question. Je veux exécuter ce petit programme maintenant, quand même. J'aime bien exécuter les points. Ah, je ne suis pas... Attendez. Je suis allé trop vite parce que... Oh. La mise à jour de... Ah, voilà. J'arrive. Voilà. C'est clair. Vous voyez le screenshot. Donc, je vais faire conc-filter maintenant. Pour ça, j'ai besoin de barrières et je vais, de façon extrêmement paresseuse, simplement copier et coller une définition de barrière ici. Et j'ai aussi besoin des ports qui se ferment
port with close operation que je vais copier-coller ici. Donc on a ces deux-là, et avec ça, je peux maintenant définir conc filter. Donc j'ai barrière, je vais exécuter, compiler barrière, j'ai new port close, je vais compiler new port close, et j'ai conc filter là, c'est la fonction qui utilise map, barrière et les ports. Et on peut faire une petite exécution. Je vais donner une simple petite exécution comme ceci. Ici, j'ai donc un browse de conc filter A, 2, 3, B, 5, 4, 6. Je vais exécuter ça. Vous voyez que le A et le B ne sont pas encore de valeur. Vous avez compris ce qui va être affiché là. Vous vous souvenez, dans le filtre ancien, ceci n'affichait rien, à peu près 1. Le A, c'est la première variable. Ça n'a rien affiché. Même si on le faisait dans un thread end, les 5, 4, 6 n'étaient pas affichés. Mais maintenant, ah, il y a un pépin. Pourquoi rien n'est affiché là? Conc filter. Ah oui. Ah oui, c'est le même problème. Désolé. La liste ne sera pas terminée jusqu'au moment où on n'a pas tous les éléments. Donc on doit quand même faire comme on avait fait avec filtre. Donc je vais faire thread L égale et comme ça, browse L comme ça. Non, je dois déclarer L, pardon. On va y arriver. Voilà. Donc, j'exécute conc filter et on affiche 3, 5, 4, 6. On voit qu'il y a 4 valeurs qui sont plus grandes que 2. 3, 4, 5, 6. 3, 5, 4, 6. Le 2, bon, n'est pas plus grand. Et le A et le B ne sont pas encore affichés. Si je fais A égale 3, ben, le 3 arrive. Si je fais B égale 10, eh bien, le 10 arrive. Et à ce moment-là, le résultat devient une vraie liste avec nil. Donc, vous voyez que le conc filter, on doit toujours le mettre dans un thread end parce que la liste finale n'est pas créée qu'après la fermeture du port. Comme quelques personnes ont remarqué dans leurs questions, on pourrait faire un conc filter encore un peu plus malin qui renvoie tout de suite une liste avec des cases vides et qui remplit les cases au fur et à mesure. Mais à ce moment-là, si on utilise des éléments dans un ordre, dans leur ordre, on introduit de nouveau la dépendance. Donc, le trade-off entre dépendance et non-déterminisme reste. C'est juste qui peut changer, c'est où on met le trade-off dans le programme. Parce qu'on peut le mettre vers la fin, on peut le mettre à l'appel de conc filter, on peut le mettre à un autre point. Le conc filter, lui, il traite les dépendances, il les élimine, et donc c'est lui qui introduit le non-déterminisme. Donc le non-déterminisme est introduit à l'endroit où on traite, on élimine les dépendances. Ok, voilà pour ça. Est-ce qu'il y a encore des petites questions là-dessus? Vous voyez, l'intérêt là, c'est du high order, c'est du data flow déterministe combiné avec une utilisation judicieuse des ports. Et justement, on les met à des endroits où on en a besoin, par exemple pour réduire la dépendance. Et à cet endroit-là, on va aussi augmenter le non-déterminisme. Ok?
je vais faire une petite conclusion sur cette partie-là. Voilà, je vais sur le slide. Et donc, conclusion, sur la programmation concurrente, on a fait une série de techniques de programmation concurrente dans ce cours. Je vais faire un petit résumé de ce que nous avons vu et de l'intérêt de tout ça. On a vu, premièrement, le data flow déterministe, ce que j'ai appelé la concurrence pour les nuls. Eh bien, y compris quand c'est lazy, mais on n'a pas vu le lazy dans ce cours, mais en fait, c'est très très général. C'est la meilleure façon de faire les programmes concurrents, mais malheureusement des limitations. On ne peut pas exprimer de programmes qui ont besoin de non-déterminisme. Et vous avez compris quand est-ce qu'on a besoin de non-déterminisme, parce qu'on ne le veut pas normalement, hein, mais il y a des moments où on est forcé de l'introduire quand il y a des exigences sur le temps, par exemple. Quand un client envoie un message au serveur, on veut le traiter tout de suite. Quand on dit tout de suite, on introduit le non-déterminisme, parce que ça dépend du timing, du temps d'arrivée. Et donc, à un certain moment, on est forcé à introduire du non-déterminisme à cause des exigences sur le temps. Mais le data flow déterministe, s'il n'y a pas d'exigence sur le temps des choses individuelles, dans les systèmes d'analytics, big data sur les clouds, on a des gros calculs parallèles. Mais on s'en fout en quel ordre les sous-calculs sont faits. Donc, on s'en fout. Donc, il n'y a pas besoin d'introduire le non-déterminisme là. Et donc, mais c'est juste à la fin de tout, on fait une sorte de barrière. Et donc, le data flow déterministe, c'est largement utilisé dans les systèmes de big data. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est quand on a besoin de non-déterminisme. On a vu le message passing, donc les acteurs, on appelle ça multi-agents, acteurs. C'est complètement général, mais plus difficile. On introduit des ports et des port objects. Un port object, c'est donc un objet qui peut recevoir des messages de n'importe qui à n'importe quel moment, et c'est donc non déterministe, de facto, comme ça. Et donc, on a des agents avec état, donc mémoire interne, qui communiquent en s'envoyant des messages. C'est totalement général, ça marche très bien. Et il y a un langage industriel qui utilise ça, c'est Erlang, que nous allons voir après la pause. Ça, c'est le numéro 2. Mais la meilleure façon, qui est générale, c'est le numéro 3. C'est le data flow déterministe avec les ports. C'est la meilleure approche en général, all-round approach. Et l'idée, c'est que la plus grande partie du programme, c'est déterministe data flow, et on ajoute des ports comme le sel dans la cuisine, uniquement aux endroits où on a besoin. Le message passing, on met du sel partout, et c'est extrêmement salé, c'est peut-être pas ça qu'on veut, mais dans le deterministic data flow avec ports, on introduit des ports que aux endroits où on a besoin. Et je vous ai donné quelques exemples de ça. Le new thread, le conc filter. On commence par un programme déterministe data flow, on ajoute un port ici, on ajoute un port là. Et en général, on n'a pas besoin de beaucoup de ports. Les clients serveurs aussi, on a besoin d'un seul port. À mon avis, cette approche a un très bon avenir et on va l'utiliser de plus en plus dans l'avenir. OK. Donc ça, c'est pour avant la pause. Maintenant, on va faire une petite pause et je vais vous introduire au langage Erlang. Bon, je passe d'abord rapidement au chat. Ça va, vous avez compris? J'ai fait un résumé de toutes les techniques de programmation concurrente. Vous allez les retrouver dans tous les langages que vous utilisez. Je n'ai parlé que des 3 très bonnes techniques. Il y a aussi des mauvaises techniques comme les monitors ou les synchronized objects dont je n'ai pas parlé, mais qu'on va voir dans le cours 1131. Vous pouvez les voir dans un autre cours. Là, je ne vous ai donné que les meilleures
techniques pour la programmation concurrente. Donc, si vous avez le choix, c'est une de ces 3 techniques qu'il faut utiliser. On va maintenant faire une pause de 5 minutes. Donc, je vais muter mon microphone pendant 5 minutes. Et après la pause, je vais vous donner une introduction à un très beau langage qui s'appelle Erlang, qui a été développé en Suède. C'est un langage multi-agent acteur qui est utilisé pour le système de télécom et qui donne de très bons résultats là-dedans. Et dans le dernier cours la semaine prochaine, je vais vous donner une introduction à ce qu'on peut faire dans la réalité avec Erlang. OK, donc je vais maintenant muter mon microphone. Donc fermez pas la connexion et dans 5 minutes, on continue.